Voilà les amis, désolé pour cette interruption que nous avons eue. Donc nous allons reprendre un peu notre live au début. Nous n'étions encore qu'au début du live. Nous avions pourtant pris les précautions pour mettre en place une autre solution de connexion, mais celle-là manifestement ne fonctionne pas autant que nous espérions, autant que nous le souhaitions. J'espère donc que ici la connexion par le Wi-Fi tiendra le coup jusqu'au bout de notre conférence. Donc voilà, je suis Foku Kingé, le secrétaire de la Fédération départementale du MRC pour la Belgique et le Luxembourg, et je suis aussi secrétaire délégué au sein du bureau du MRC Europe pour ce qui est de l'implantation et le développement du parti. Ce live est donc le second d'une série que nous consacrons à la question de la modification consensuelle du système électoral au Cameroun. Pour rappel, le 1er mars dernier, le président élu a tendu la main aux autres formations politiques camerounaises et à la société civile dans tout son ensemble, et ce, compris les syndicats, les organisations patronales comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats, c'est-à-dire le barreau, pour que tous ensemble, pour qu'ils se mettent ensemble pour proposer un nouveau système électoral, pour que celui-ci soit la base, pour que ce travail soit la base du nouveau système électoral. Et cet appel faisait aussi suite au message qu'on a découvert dans la presse de Elecam qui invitait les conseillers régionaux à faire leurs propositions pour la réforme du système électoral. Et il est important de rappeler que ce n'est pas la fonction d'Elecam. Elecam s'occupe du déroulement des élections, de l'organisation des élections, mais n'a pas du tout vocation à définir les règles de jeu pour les élections. Ce n'est pas du tout la fonction d'Elecam. D'où l'importance de cet appel du président élu qui s'adressait aussi à nous, la diaspora. Et rappelez-vous que l'une des idées, l'une des suggestions qu'on avait faites, c'est que nous, de la diaspora, qui ne pouvons pas nous rendre au Cameroun, ou ceux qui ne peuvent pas se rendre au Cameroun, que ce soit les activistes ou n'importe qui, parce qu'éventuellement leur vie serait menacée, ceux-là pouvaient et devaient en fait aussi apporter leur contribution à cette démarche du président élu, en rédigeant des propositions qu'il pourrait envoyer au président élu. Donc voilà un peu résumé notre premier live d'il y a environ 2 semaines. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser principalement aux mécanismes qui sont mis en place par le régime reptilien de Yaoundé pour frauder aux élections. Je vous rappelle qu'en 2013, le MRC a participé aux élections législatives et municipales et avait aussi collecté toute une série de preuves pour démontrer les fraudes électorales. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons plutôt prendre des éléments d'un rapport rédigé par Transparency International Cameroun suite à l'élection, tenez-vous bien, de 2011, l'élection présidentielle de 2011. Et à la suite du live, je répondrai à vos questions. Je donnerai aussi la parole à ceux d'entre vous qui souhaitent s'exprimer sur le thème du jour, qui est de manière globale la question de la modification consensuelle du système électoral. Donc on ne va pas se limiter juste au point d'aujourd'hui qui est celui des mécanismes de fraude qui sont mis en place par le système en place. On peut parler de tout ce qui concerne le système électoral. Avant de rentrer dans ce sujet-là proprement dit,
je vais quand même revenir sur un sujet extrêmement important pour nous dans notre combat, dans cette résistance que nous menons. Vous savez que malheureusement, le régime reptilien qui ne respecte aucune règle a embastillé bon nombre de nos amis politiques, bon nombre de nos compatriotes, au seul motif que ceux-ci ont marché de manière pacifique pour demander justement que des élections puissent se faire de manière libre et transparente au Cameroun, pour demander que cesse la guerre dans le Nozo au Cameroun. Ces militants du Cameroun sont même amenés devant un tribunal militaire, alors qu'ils devaient être présentés devant un tribunal civil, si bien sûr on les accuse d'avoir marché alors qu'on n'avait pas eu l'autorisation pour les marches en question. Je rappelle même que certains de ces militants sont emprisonnés au motif qu'ils avaient l'intention de marcher. Autant dire à quel point le régime reptilien du Cameroun aux abois n'hésite pas à utiliser la violence, le seul moyen dont il dispose, c'est-à-dire le marteau, pour essayer de museler les Camerounais, pour les dissuader quelque part à manifester pour revendiquer leurs droits. Donc nous avons aujourd'hui encore de l'ordre de 120 prisonniers, dont une quarantaine à Yaoundé, une soixantaine à Douala. En Fou, ils étaient jusque tout récemment, ils étaient 8. Le régime de Yaoundé a extrait de manière totalement illégale 7 de ces prisonniers pour les mener à Yoko. Donc ils sont aujourd'hui 7 à Yoko. À Yaoundé, en Fou, il y a Maman Pilon, que vous connaissez bien, c'est peut-être même la seule que je vais citer ici. Nos 7 compatriotes ou militants, amis politiques qui sont amenés en Fou, l'objectif, évidemment, c'est de les éloigner du lieu du jugement de leur affaire. Donc ça va évidemment rendre difficile le suivi de leur affaire qui est en principe entendu à Yaoundé. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de décourager d'autres militants, d'autres Camerounais, parce que cette résistance, ces marches, c'est pas que l'affaire du MRC, c'est l'affaire du Cameroun. Même si c'est à l'appel du président élu, même si majoritairement c'est des militants du MRC qui pour l'instant sortent, c'est d'abord l'affaire de tous les Camerounais. Donc l'objectif de ce déplacement, de cette déportation, si je puis même dire de cette déportation forcée, très très loin de Yaoundé, vers une localité difficilement accessible, c'est de dire aux autres, vous voyez ce qui va vous arriver si jamais vous osez aussi marcher. Ne suivez plus le MRC, ne vous mettez plus derrière le président Maurice Kamto. Mais j'espère que nos compatriotes comprennent que nous devons continuer la résistance, que nous ne pouvons pas obtenir de changements au Cameroun quelque part, sans d'une certaine manière y payer ne serait-ce que de notre sueur. Et donc, si je continuais la liste, à Konsamba, on a aussi des prisonniers dont je n'ai pas le nombre exact pour l'instant, je vous l'avoue. Et à Bafoussam, on a à peu près 8 prisonniers. Eh bien, ceux-là de nos compatriotes qui sont en prison aujourd'hui, nous devons, particulièrement nous qui sommes en diaspora. Je dis particulièrement nous, ça ne veut pas dire que ceux du pays ne le font pas aussi. Vous doutez bien que ceux qui les prennent déjà en charge au jour le jour, ne serait-ce que celles qui cuisinent tous les jours pour leur donner à manger, pour que ceux-là ne se retrouvent pas à manger ces repas, je ne sais pas si on peut appeler cela repas, cette pitance qu'on leur sert en Kondengui et dans les autres prisons, nous devons de nous mobiliser pour les prendre en charge. Et ce n'est pas de la pitié ou quoi que ce soit, c'est vraiment notre devoir en tant que militants. Et la prise en charge de ces prisonniers, les besoins sont immenses. Il faut l'alimentation, il faut les soins de santé, il faut aussi aider leur famille. Car n'oublions pas, chers amis, que bon nombre d'entre ceux-là qui sont en prison
étaient très souvent les seuls, ce sont des hommes en majorité, et c'est très souvent ceux-là qui pourvoyaient complètement à leur ménage. Il y a aussi quelques femmes, je pense environ 7 ou 8 femmes. Mais vous comprenez que ceux-là étant mis en prison, même si c'était des femmes aussi, même si c'était en majorité des femmes, je ne veux pas dire que les femmes ne contribuent pas beaucoup dans les ménages, c'est pas juste, ne nous méprenons pas. Au contraire, et c'est d'ailleurs l'une des positions du MRC, qui estime qu'un pays qui ne donne pas la place qu'il faut à plus de 50% de sa population, qui est la population féminine, ce pays-là, quelque part, marche sur la tête. Et nous savons bien qu'au Cameroun, les femmes, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la société, des sociétés humaines, mais particulièrement chez nous au Cameroun, les femmes jouent un rôle primordial. Avec le chômage immense qui touche notre société, de nombreuses femmes sont sur les marchés. Elles sont le long des routes où elles font quelque chose. Dans les campagnes, c'est les femmes d'ailleurs qui cultivent majoritairement et qui tiennent les plantations. Donc c'est extrêmement important le rôle des femmes. Mais il n'empêche que dans nos villes aussi, et pour ceux qui est de la majorité de nos militants qui sont emprisonnés, vous comprenez que c'est une part très très importante des revenus des familles qui sont ainsi amputées. Donc il est indispensable d'apporter un soutien important à ces prisonniers-là. Le MRC a mis en place la commission MISPA qui gère toute cette aide. Et donc moi j'invite ici les membres du MRC à contribuer déjà via la cotisation mensuelle qui pour nous ici en Europe est de 10 euros. J'invite vraiment tous nos membres à verser cette contribution mensuelle de 10 euros qui est indispensable. C'est elle qui constitue les ressources de notre parti. Une partie de ces 10 euros est effectivement envoyée vers le directoire national et bien sûr sera en grande partie quelque part affectée pour cette aide aux prisonniers. Mais vous comprenez que ces contributions ne sont pas suffisantes. Et il est important qu'à notre niveau, dans nos communes, dans nos unités, que nous nous mobilisions pour que des gens volontairement apportent des contributions supplémentaires qui seront affectées, envoyées à la commission MISPA. Donc il est vraiment important de se mobiliser pour mettre davantage de ressources dans ce pot-là, pour que nos prisonniers, pour que nos amis politiques qui aujourd'hui sont dans les geôles du système ne se retrouvent pas ou ne se sentent pas quelque part abandonnés. Mais bien sûr, non seulement les militants du MRC, mais aussi tous ses sympathisants et tous les autres Camerounais, puisque le combat que nous menons, ce n'est pas que celui du MRC, comme je l'ai déjà dit, mais c'est celui de tous les Camerounais. Donc j'espère, chers amis, que je peux compter sur vous, je peux compter sur votre mobilisation pour donner des moyens à la commission MISPA pour soutenir, pour prendre en charge nos prisonniers. Et je vous assure que cette commission fait pleinement et vraiment très très bien son travail. Donc voilà pour cette première partie qui concernait nos prisonniers. Dans les prochains lives, je ne manquerai pas de revenir là-dessus. Tant que nous aurons des personnes en prison, je vous rappellerai que nous devons nous mobiliser financièrement pour les soutenir. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est vraiment la mobilisation financière. On ne peut pas mener ce combat, on ne peut pas le réussir sans d'autres qui payent en étant en prison. Nous, ce que nous pouvons payer, c'est un petit effort, 10 euros, 15 euros ou un peu plus chaque mois. Revenons donc à présent dans l'objet de notre live ce jour, donc qui est, comme je vous l'ai dit, le système, la refonte consensuelle du système électoral. Et je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons voir les fraudes électorales. Je suis sûr que vous les connaissez déjà quelque part, mais je pense qu'il est intéressant
de reparcourir cet aspect-là de la vie politique du Cameroun en nous appuyant sur finalement un document qui fait autorité. Ce n'est pas un document rédigé par le MRC qu'on dirait éventuellement partisan. C'est un document rédigé par Transparency International Cameroun. Je sais que certains d'entre vous, quand on parle de Transparency International, ils pensent à ces observateurs, à ces usurpateurs qui ont été envoyés à Yaoundé à la suite de l'élection de 2000. Transparency International était bel et bien au Cameroun. Donc, je vais quand même commencer par vous brosser un peu le contexte de cette élection d'octobre 2011. En 2011 déjà, il y a plus de 300 formations politiques officiellement enregistrées par le MINAT. Et le rapport de Transparency International parle, je reprends, c'est écrit dans le rapport, de la politique de diviser pour mieux régner. Donc vous comprenez, 300 partis politiques. Vous voyez, de 2011 à 2018, la situation n'a pas changé. On a toujours autant de partis politiques. Et dont la plupart de ces partis politiques n'ont ni siège, ni militants, et ne se sont jamais présentés à la moindre élection. On était en 2011. Mais dans ce contexte-là, on a 5 partis qui ont au moins un député à l'Assemblée nationale. Environ 5. On a 5 qui ont au moins un député à l'Assemblée nationale. Et en 2011, c'est ELECAM que nous connaissons aujourd'hui, donc Élections Cameroun, Elections Cameroun, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections, déjà en 2011. Mais suite aux multiples requêtes de la société camerounaise qui a fait vraiment pression sur le régime reptilien de Yaoundé, le gouvernement a finalement, par une loi du 11 2006, donc du 29 décembre 2006, créé ELECAM. Mais de 2006, il faudra encore attendre plus de 2 ans pour la mise en place progressive de cet organe qu'est ELECAM. Donc ce n'est pas parce que le régime a sorti une loi en 2006 instaurant le principe d'ELECAM qu'ils ont tout de suite créé ELECAM. Il a fallu encore attendre jusqu'à quasi la fin de 2008, début 2019, pour que ELECAM soit réellement mis en place. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de la mise en place d'ELECAM, dont vous savez jusqu'à ce jour qu'une bonne part de leurs membres sont éventuellement même d'anciens membres du mouvement du RDPC et qui sont donc là quelque part pour soutenir, servir le régime reptilien. Mais de cette élection de 2011, combien de candidats y avait-il? Il y avait 23 candidats. Donc vous voyez le contraste avec l'élection de 2018. Je ne vais pas non plus citer tous ces candidats, mais cela vous donne quelque part une bonne idée de la fragmentation du paysage politique du Cameroun, déjà en 2011. Mais je note tout simplement, pour qu'on en rigole un peu, qu'il y a 2 candidats atypiques. Monsieur Biya, c'est l'éternel candidat, c'est celui qui revient pour sa propre réélection. C'est celui qui, en 2008, a modifié la Constitution en écrasant les jeunes Camerounais qui ont manifesté contre cette modification de la Constitution, donc qui a modifié la Constitution pour pouvoir se présenter à vie aux élections. Mais il y a aussi un autre, c'est M. Jean Djega. Je le cite juste pour que ceux qui ont suivi ces élections se rappellent et rigolent un peu. Celui-là qui était véritablement un peu le fou du roi. Il était un peu à l'image d'un certain Momo qu'on a aujourd'hui. Probablement quelqu'un qui avait été repris de ce qu'on a pu lire par la suite par le régime, histoire de le mettre en avant, de venir peut-être renforcer cette fragmentation, mais surtout amuser les gens. Alors, quels sont les résultats de cette élection de 2011? Il y a eu 7 525 000 inscrits à peu près. Les votants, 4
951 000 votants à peu près. Et l'abstention, plus de 2 500 000 abstentions. C'est juste incroyable. Donc de voir le taux d'abstention qu'il a est de l'ordre de 34%. Parmi les gens qui se sont, du moins qu'on mentionne comme étant ceux qui sont inscrits. Parce que les listes électorales, nous les verrons par la suite, sont l'un des enjeux majeurs de ces différentes élections. Et c'est l'un des points qu'il est extrêmement important que l'ensemble de la société civile soit convaincu de ce que ces listes électorales sont réellement représentatives. Les bulletins nuls, dont je donne ici les résultats officiels, dont même les chiffres sont les chiffres officiels. Est-ce qu'ils traduisent réellement le niveau d'abstention, le niveau... Et même si on prend 4 millions de votants sur la population qui est peut-être de 22 millions en ce moment, ça reste un taux de participation extrêmement faible. Nous le verrons dans la suite. Donc les bulletins nuls, 114 000 bulletins nuls, et les résultats qui sont obtenus par les différents participants à l'élection. Je ne vais pas de nouveau, il y a 23 candidats, donc je ne vais pas me mettre ici à citer les résultats de tous les candidats, mais le score le plus bas est de 0,166%. Et ensuite, pour les scores au-dessus de 1%, il y a Aya Paul Abiné qui a 1,264%. Donc, vous connaissez certainement Aya Paul Abiné, c'est lui le fondateur, le créateur de la fondation Aya, qui travaille de manière infatigable à la prise en charge des déplacés du Nozo. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'1 an que le président élu nous a même invités à nous mobiliser pour soutenir la fondation Aya, ce que nous avions fait. Donc, je le mentionne juste pour rappeler que si d'aucuns le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas, s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent, qu'ils n'hésitent pas à continuer à apporter leur soutien à la fondation Aya. Après M. Aya, il y a eu Ndamjoya, M. Ndamjoya, qui a eu 1,733%. Et après lui, M. Gaga Aman Hadji a eu 3,211%. Et puis vient le SDF avec Ni John Frondi, qui a eu à cette élection 10,71%. Et enfin, le grand gagnant, le super vainqueur, celui qui de toute façon devait gagner, qui est M. Biya, avec 77,98%, ou bien, puisque nous sommes en Belgique, 77,98%. Donc voilà les résultats. Vous avez compris, sur 23 candidats, nous avons 5 candidats qui ont plus de 1%. Tous les autres, je vous laisse deviner combien, ont moins d'1%. D'autre part, des 5 candidats, 4 candidats totalisent à peine de l'ordre de 13%, 13 ou 15%. C'est même curieux finalement l'addition. Oui, à peine plus de 15%, et le reste à M. Biya. Alors, voilà donc le contexte, une élection avec tout plein de candidats, et bien sûr, un candidat sortant qui est omnipotent, qui est celui qui se représente, celui qui finalement prend tous les moyens de l'État, celui qui organise toutes les fraudes pour se maintenir au pouvoir. Alors, le rapport de Transparency International maintenant. Mais en quoi consistait la mission de Transparency International? Contrairement à 2018, où il n'y a pas eu d'observateurs internationaux, ou je ne sais pas si c'est parce que le régime n'a pas voulu qu'il y ait d'observateurs, mais en tout cas, en 2018, en 2011, l'Union européenne a signé une convention, le 28 juillet 2011, pour l'organisation d'une mission d'observation pour les élections au Cameroun. Et cette mission était placée sous la supervision générale de Maître Nguini Charles, qui était alors le président
de Transparency International Cameroun. Je vous rappelle que Maître Guinichal a quitté Transparency International Cameroun à la suite justement de l'imposture organisée par Atanganji après l'élection de 2018. Et certains de nos militants ici en Belgique se sont mobilisés pour demander à Transparency International, qui au départ s'était limité à faire juste un petit communiqué pour se dissocier de ces imposteurs, mais leur demandant réellement de se pencher sur la question du Cameroun. Et en définitive, on a eu une démission de M. Charles Guigny. Donc cette mission, en 2011, a opéré, disent-ils, je vous reprends vraiment les termes du rapport, dans le respect strict des lois du Cameroun et en conformité avec le cadre juridique applicable aux élections et aux normes internationales d'observation des élections. Elle était composée d'environ de 800 observateurs, dont 10 coordonnateurs régionaux et 58 chefs d'équipe départementaux, donc pour l'essentiel des membres d'organisations de la société civile camerounaise et recrutés dans les 10 régions du pays pour mener une évaluation exhaustive et documentée du processus électoral. Donc 800 observateurs qui étaient comme ça financés par la Commission européenne pour analyser, pour suivre ces élections et relever ce qui pouvait être comme problème ou ce qui serait produit comme problème de manière à donner en tout cas un avis sur le résultat de l'élection. Le jour du scrutin, les observateurs de la mission ont visité plus d'1 millier de bureaux de vote, à raison de 8 bureaux de vote en moyenne par équipe. Bon, vous comprenez que 1000 observateurs sur l'ensemble du Cameroun, ça ne représente vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que Aya Biné, à la fin, dira que en réalité, les observateurs sont restés dans les grandes localités, mais ne sont pas allés dans l'arrière-pays voir réellement ce qui s'y passait. Mais il n'empêche que si nous prenons le rapport pour ce qu'il est, c'est tout de même une indication de l'état d'esprit, de la situation, des conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. Le rapport de Transparency fait 61 pages. Je ne vais pas aller dans le détail de ce rapport. Nous passerons probablement toute la soirée ici. Je vous donne quelques éléments pour vous inviter à aller découvrir ce document dans son entièreté. Je pense que si quelqu'un s'intéresse vraiment à la politique camerounaise, à la question des élections, s'intéresse à ce sujet qui est celui de la modification consensuelle du système électoral, c'est un rapport qu'il faut lire. Il est important là, quelque part, de comprendre notre histoire. C'est pour ça que je reviens à cette élection de 2011, pour vous aider à voir peut-être un peu mieux l'élection de 2018 et comprendre vraiment bien pourquoi cette démarche systématique du président élu. Donc, je parlais de remonter dans notre histoire pour bien comprendre notre présent et sans doute nous préparer aussi pour le futur. Vous allez même noter d'ailleurs que, justement au Cameroun, le régime reptilien fait tout pour ne pas présenter tout ce qui est notre histoire. Donc cette page de l'histoire du génocide des Bamileke, des populations de l'ouest du Cameroun qui se sont levées massivement dans les années 60 pour se révolter contre le colonisateur qui était en place, contre le système colon qui aujourd'hui se perpétue jusqu'à présent, eh bien, cette rébellion qui était initiée par l'UPC de Oumyobé et portée très fortement par Ernest Wandi et tous les autres dans les hauts plateaux du Cameroun, a été évidemment écrasée totalement dans le sang. Ce qui explique peut-être en partie cette apathie de nos parents qui nous ont toujours conseillé de ne pas nous intéresser à la politique. Et donc il est intéressant de comprendre un peu cette histoire pour bien comprendre ce que nous devons faire, où nous allons aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi est-ce que je reviens sur ce rapport de 2011 ? Et je vous l'ai dit à l'entame de mon propos que c'est aussi important d'amener à votre vue le fait que la demande n'est pas juste une demande du MRC, ce n'est pas juste une demande du président élu.
et que le principe des fraudes électorales, malheureusement, est vraiment inscrit dans l'ADN de ce régime et se perpétue, se prolonge comme ça depuis des décennies en réalité. Alors, d'une partie du rapport, c'est l'évaluation du travail d'Elecam. Le rapport de TIC estime que Elecam a finalement tenu son pari d'organiser un scrutin présidentiel réputé délicat en parvenant à limiter les risques de dérapage politico-sécuritaire. En effet, en dehors de 2 incidents meurtriers de Limbe et de Bafoussam, le scrutin a pu se tenir dans un calme relatif, permettant donc à Elecam d'assurer essentiellement le déroulement de cette élection. Donc voilà, j'ai envie de dire, pour embellir un peu et dire à Elecam, ok, vous avez tout de même fait quelque chose. On ne va pas juste faire un rapport sur lequel on tire totalement à boulet rouge sur Elecam. Mais toutefois, il y a eu vraiment de nombreux dysfonctionnements qui ont émaillé la tenue des élections. Elecam a fait preuve de nombreuses défaillances, d'importantes défaillances logistiques et matérielles qui ont occasionné de nombreuses situations de désordre qui ont incontestablement affecté la qualité des opérations électorales et remis en question le caractère équitable et loyal du processus. Je vous amène ici là quelque part à revoir 2018, dont la gestion du processus électoral par Elecam a été en de nombreux points défectueux et désastreux. Doublons dans les inscriptions électorales, la délivrance des cartes d'électeurs, mauvaise traçabilité des bureaux de vote pour de nombreux électeurs, ouverture tardive des bureaux de vote, etc. Donc, je vous invite quelque part à reconsulter les archives de l'élection de 2018 pour voir si ces défaillances qui sont mentionnées ici ont été corrigées entre 2011 et 2018. Pour que, éventuellement, Elecam aujourd'hui veuille se prétendre comme étant celui qui va mener quelque part la refonte du système électoral, étant entendu, quoi qu'il en soit, que ce n'est pas dans ses prérogatives. Donc c'était ça pour l'évaluation globale d'Elecam. Oui, les élections ont eu lieu, mais c'était juste la catastrophe. C'était pas des élections, il faut le dire, en quelque sorte. Alors, parlons ici de l'un des aspects, c'est les listes électorales. La révision du fichier électoral constituait un défi majeur pour Elecam, qui avait hérité du ministère de l'administration territoriale d'un fichier électoral d'environ 5 millions d'électeurs. Et ce fichier avait déjà servi lors du double scrutin législatif et municipal de 2007 et offrait, donc, selon les arguments de l'opposition, très peu de garanties de fiabilité. Il était, selon eux, truffé de doublons, de triplons et comportait même les noms de personnes décédées. Mais pour des raisons de temps, nous dit-on, Elecam a opté juste pour une révision, pour la révision au lieu d'une refonte majeure de ce fichier électoral. Je vous rappelle que de 2011 à 2018, il n'y a pas vraiment eu de refonte majeure. Et que les mots que l'on mentionne ici sont ceux qu'on a encore observés en 2018, hélas. Donc, Elecam a tout de même introduit quelques innovations, comme la délivrance d'un récépissé au moment de l'inscription pour tout nouveau inscrit. En mai 2010, les Nations Unies ont mis à la disposition d'Elecam un logiciel, système d'information et de gestion cartographique des élections, développé avec l'appui d'un cabinet local. Mais ce logiciel offrait pas mal de qualités: confidentialité, fiabilité, efficacité, maintenabilité, robustesse, adaptabilité, même réutilisabilité. Donc, on s'attendait donc à ce qu'Elecam produise un fichier électoral consensuel, épuré des cas de doublons et de triplons. Mais au contraire, à Limbe, à Douala par exemple, certains noms sont revenus 2 fois, 3 et même 4 fois sur les listes affichées devant les bureaux de vote. Est-ce le logiciel qui était défaillant? Ou bien est-ce Elecam
qui a délibérément décidé de ne pas utiliser ce logiciel du tout. Vous avez lu donc ce logiciel était réutilisable. Donc on se serait attendu à ce qu'il soit utilisé pour les législatives et municipales de 2013 et pour la présidentielle de 2018. Mais est-ce qu'on a utilisé ce logiciel? Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi est-ce qu'on arrive en 2018 à avoir des élections où le décompte total des pourcentages des voix dépasse les 100%? Eh bien, les listes affichées par Elecam devant les bureaux de vote, parce que vous devez savoir que l'un des enjeux majeurs pour l'élection et pour les électeurs, c'est de savoir où est-ce qu'ils doivent voter. Ce n'est pas comme ici en Belgique où nous recevons, donc nous avons notre commune qui nous envoie un bulletin, un document, quelques semaines avant l'élection, nous disant que voilà, vous êtes invités à aller voter et vous indique précisément le lieu où vous allez voter. Nous le recevons tous, nous avons ce papier. Donc si on ne part pas voter en Belgique, on n'a pas d'excuse. Au Cameroun, il y a tout plein de bureaux de vote, de lieux de vote. Parfois, certains des lieux sont même dans des casernes militaires, comme on l'a vu à la fois en 2013 et en 2018. Ils sont dans les résidences des chefs de village, alors qu'ils ne devraient pas être dans ces endroits-là. Mais quoi qu'il en soit, en outre, vous devez, une fois que vous êtes inscrit, maintenant savoir où est-ce que vous irez voter. Et donc pour ça, il faut afficher les listes. Avant même l'élection, il fallait produire ces listes électorales pour que les différents partis en course puissent vérifier ces listes. Et donc, les listes qui ont été affichées par Elecam étaient pour la majorité inexploitables. C'est exactement ce que nous avons eu en 2018. Inexploitables par les usagers. Il y avait des centaines de pages qui constituaient ces fichiers et qui étaient entassés à même le sol. Et donc, tout cela était tout simplement illisible. C'est souvent cela la situation. Pourtant, conformément à l'article 49 de la loi 92-10 du 17 septembre 1992, en cas de renouvellement des cartes et de nouvelles inscriptions sur les listes électorales, la distribution des cartes doit avoir lieu dans les 25 jours précédant le scrutin. Et pour cela, malheureusement, Elecam a totalement failli. En ce qui concerne la distribution des cartes, c'est même l'un des points les plus importants que souligne Transparency International dans son rapport. Et vous aurez noté que nous sommes en 2018, nous avons le même souci, le même problème ici en Belgique. On reviendra là-dessus tantôt. Ni les délais, ni les procédures prévues par la loi n'ont été respectées. Il va régner une telle cacophonie que les responsables de l'ECAM ont dû avoir recours aux chefs de quartier en violation flagrante de la loi. Donc c'est les chefs de quartier qui distribuaient les cartes alors que ça devrait être fait par le personnel de l'ECAM. De nombreux électeurs n'ont donc pas pu accéder à leur carte électorale en dépit finalement des efforts déployés à travers les commissions de contrôle et d'établissement par l'ECAM. C'est ainsi donc que des piles entières de cartes non retirées ont été disposées dans les bureaux de vote à la recherche de leurs propriétaires légitimes. À titre d'illustration, au centre de vote de Bonamoussadi, donc ça c'est à Douala, dans la province du Littoral, où étaient logés une vingtaine de bureaux de vote. Au bureau de vote A, 350 cartes d'électeurs sur 500 électeurs n'étaient pas retirées. Vous comprenez bien, 350 cartes sur 500 cartes qui n'étaient pas retirées. Et ce scénario était identique dans tous les bureaux du vote du pays, où finalement le taux d'abstention a frisé les 65%. Ça, c'est ce que dit Transparency International. Voyez un peu les chiffres officiels que j'ai donnés au début. Donc, Transparency parle d'un taux d'abstention qui frise les 65% de ceux qui étaient en principe inscrits sur les listes. Donc, on n'a que 30% de votants, finalement, contrairement aux chiffres qui sont donnés plus haut. Voilà une autre petite anecdote extrêmement croustillante. À Maroua, dans l'extrême nord, les cartes non retirées ont contribué à accentuer la fraude et le phénomène des grossistes. Moi, je l'ai découvert en lisant ce rapport. C'est quoi les grossistes? Ce sont des femmes
militantes du RDPC qui, avec la complicité justement des présidents de bureaux de vote, reçoivent des paquets de cartes. Elles vont donc aller s'installer non loin des bureaux de vote et organiser des jeunes qui très souvent ne sont même pas en âge de voter, leur donner les cartes, ces cartes-là, ils vont aller dans les bureaux de vote voter avec. Et en ressortant, ils doivent venir avec les bulletins des autres candidats. Vous savez qu'au Cameroun, jusqu'à présent, lors de l'élection présidentielle en tout cas, il n'y a pas un bulletin de vote unique comme nous l'avons déjà demandé, comme bien d'autres le demandent, mais il y a plusieurs cartes. Lors de la dernière élection, nous avions le carton rouge pour M. Biya. Donc, ces jeunes qui allaient dans les bureaux de vote ressortaient avec les bulletins des autres candidats et venaient les remettre à ces dames contre 2000 francs CFA. Voilà ce qui se passait dans le Nord. Et donc tout ça se faisait au vu et su de tous devant les présidents des bureaux de vote. Voilà pour vous donner une petite idée de cette question des listes électorales, sur cette question de l'obtention des cartes dont on produit. Les gens s'inscrivent sur les listes. Ils ont de la peine à avoir leur carte. On fait un fichier extrêmement grossi dans lequel il y a des personnes qui sont même déjà décédées, des personnes qui ne sont peut-être plus à ces endroits. Comme il n'y a pas eu de toilettage, on produit plein de cartes. Comme les gens ne peuvent pas entrer en possession de ces cartes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'élection, on va prendre les cartes, on les donne à plein de personnes. Normalement, vous alliez me dire que, en principe, lorsque les gens votent, ils doivent, en fait, leur pouce, ils doivent être imbibés d'encre. Donc, et que cette encre, l'objectif étant que s'ils reviennent en regardant leur pouce, on verra qu'ils ont déjà voté et ils ne pourront plus voter. Mais dans le rapport, on mentionne que quelque part à Bafoussam, l'encre qui était mise dans les bureaux de vote n'était pas une encre indélébile. Et on avait même dans les bureaux de vote déposé des seaux d'eau pour que dès que les gens votent, ils peuvent aller tout de suite se laver la main. Donc ça signifie qu'ils se lavent la main, ils vont faire un tour dehors, on leur donne une autre carte et ils reviennent voter. Donc voilà comment les élections se déroulaient déjà en 2011. Alors, sur les chiffres de la participation à l'élection présidentielle. Ici, j'ai trouvé un article de Jeune Afrique. Les chiffres de la présidentielle de 2011, que j'ai un peu mentionné plus haut, on a donc 4,9 millions de personnes qui sont allées aux urnes pour un collège électoral de 7,5 millions d'électeurs inscrits. 4,9 millions, dont 5 millions sur 7,5 millions qui sont allés aux urnes. Et c'est bien peu pour un pays de 22 millions d'habitants. C'est ce qu'écrivait Georges Dougueli dans Jeune Afrique le 3 décembre 2015. Le 3 décembre 2011, pardon. Donc, 7,5 millions d'électeurs inscrits pour 22 millions, sachant que la grosse majorité de la population est jeune. Mais pourquoi cette faible participation? Je crois que nous avons déjà eu des éléments de réponse plus haut. C'est que le peuple, dans sa grande majorité, convaincu de ce que l'élection présidentielle n'a aucun enjeu finalement, puisque le gagnant est déjà connu dès le départ, ne s'y intéresse donc pas, tout simplement. Et c'est en réalité la plus grande réussite du régime reptilien de M. Biya. C'est ce que le grand Valsero appelle la zombification. Le peuple a été préparé pendant toutes ces années à accepter la continuité dans la médiocrité. On va faire comment? Point final, on s'arrête là. Donc, il faut aussi dire que pour s'inscrire sur les listes électorales, cela relève du parcours du combattant. À certains endroits, et qu'ensuite il n'est pas évident d'avoir sa carte d'électeur ni de savoir précisément où est-ce qu'on va voter, comme je l'ai dit plus haut. Pour juste vous montrer ce mécanisme de 2011 au Cameroun, revenons un instant sur notre cas ici en Belgique.
L'an dernier, nous avons encouragé de nombreux Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et vous savez que pour s'inscrire, il faut d'abord avoir la carte consulaire. Nombre d'entre eux ont introduit une demande de carte consulaire depuis des lustres. Ils n'ont jamais eu de réponse. Ils n'ont jamais pu obtenir leur carte consulaire. Finalement, on leur demande de nouveau de s'inscrire, éventuellement. De refaire la carte consulaire, quitte à ce que peut-être on va la leur faire gratuitement. Nous avons demandé si on ne pouvait donc pas considérer que dès lors que quelqu'un a introduit sa demande de carte consulaire, qu'on puisse aussi l'inscrire directement, qu'il puisse s'inscrire directement sur les listes électorales. On nous a dit que, en fait, ce n'était pas dans les prérogatives de ceux qui sont en charge des élections ici, mais que c'est Elekamo Cameroun qui avait décidé qu'il fallait absolument ces cartes consulaires. Or, la carte consulaire est produite quasi comme les cartes d'identité, vous avez suivi récemment. Cette question de distribution des cartes d'identité qui défraie la chronique au Cameroun, parce que les gens attendent parfois même 3 ans sans avoir leur carte d'identité. Nous sommes dans la même situation ici. Donc si même aujourd'hui nous allons partir vers les compatriotes, les encourager, les motiver pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, s'ils partent à l'ambassade une fois pour s'inscrire pour leur carte consulaire et qu'ils doivent revenir une deuxième fois pour se rendre compte qu'il n'y a toujours pas la carte, qu'ils doivent appeler pour qu'on leur dise que la carte n'a jamais été faite, qu'est-ce qui se passe? Les gens se découragent tout simplement. Et c'est fini. Donc c'est cette même politique qui est toujours d'application aujourd'hui. Imaginez qu'en diaspora, où nous ne sommes même pas si nombreux, où je dirais que l'enjeu n'est même peut-être pas aussi fort que celui du pays, le système s'arc-boute et met tout pour nous empêcher de nous inscrire sur les listes électorales, a fortiori donc au Cameroun. Et donc vous comprenez que le défi du président élu Maurice Kamto a été et reste encore d'amener les Camerounais à comprendre que l'on peut changer le système à travers les urnes et que la voix de chacun compte. Donc il y a cette zombification qui est bien ancrée chez les gens où on se dit ça ne vaut pas la peine. Il a donc fallu que le président élu travaille. Imaginez donc cette situation qui était en 2011 et que le président élu souhaitait participer aux élections de 2018. Donc nous avons donc de 2013 jusqu'en 2018 travaillé pour, je dirais, cette dézombification en quelque sorte. Et ça n'est pas fini. Nous sommes toujours dans ce contexte-là. Parce qu'évidemment, avec la fraude de 2018, beaucoup de personnes se disent, puisqu'on a fraudé en 2018, alors quoi? C'est sûr que prochainement, ils continueront à frauder. Probablement, ils vont continuer à frauder si nous nous décourageons et que nous abandonnons le combat. Mais seulement, ce ne sera pas le cas. Nous allons continuer ce combat-là. Et le défi, comme je le redis encore, du président élu, c'est de véritablement arriver à nous convaincre. Je peux même vous avouer que moi aussi, quand je regardais la situation, je me demandais bien, mais qu'est-ce que le président élu parviendra à faire? Ce n'était pas évident. Dans tous les meetings que nous avons eu à faire, pour la campagne 2018 ou avant, la question qui revenait inlassablement de tous les Camerounais et qui traduisait cette inquiétude de tout le monde, c'est « Monsieur Kamto, ils vont tricher les élections et que ferez-vous » Et lui leur répondait toujours « Je ne peux pas vous dire maintenant ce que je ferai. Laissez-moi le soin de garder cette carte pour plus tard. Par contre, je vous invite à aller vous inscrire sur les listes électorales. Inscrivez-vous massivement et choisissez le candidat que vous voulez avoir. Et le moment venu, je ferai ce qu'il faut. » 2018, vous avez vu ce que le président élu pouvait faire avec son groupe d'avocats. Donc, continuons, poursuivons un peu. Nous avons vu la situation des listes électorales. Nous avons vu la difficulté, le faible taux de participation aux élections et qui est lié justement aux éléments qu'on mentionnait un peu plus tôt. Mais dans la campagne elle-même et les médias, d'autres points qui ressortent. On a la loi numéro 2000-015 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes
électorales qui indique en son article 9.1 que l'État participe au financement des campagnes électorales par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques. Donc l'État participe au financement des campagnes électorales en prenant en charge certaines des dépenses. Mais comment est-ce que cela se passe au Cameroun? Les sommes d'ailleurs ne sont pas spécialement élevées. Mais comment cela se passe? C'est que l'État, déjà que c'est le candidat sortant Biya qui a le calendrier électoral, il attend quasi la dernière minute pour convoquer le corps électoral. Donc vous ne savez pas avec certitude quand les élections auront lieu. Mais d'autre part, l'État ne verse tout simplement pas aux différents candidats et aux partis politiques les subsides qu'ils sont censés avoir pour leur campagne. Et donc, du coup, dit le rapport ici, ces retards dans le déblocage du financement ont contribué à déséquilibrer la campagne et à paralyser les concurrents du candidat Biya. 4 jours après le lancement de la campagne électorale, les partis en lice n'avaient toujours rien reçu comme préfinancement. Vous comprenez, on a lancé la campagne, vous n'avez toujours pas de financement. Alors ne vous étonnez pas. Pour vous donner, moi je n'avais pas, je suis sans doute vraiment une bonne représentation de l'ensemble des Camerounais. Moi je me suis toujours intéressé, oui, à la politique du Cameroun, dans une certaine mesure, mais je n'ai pas eu l'occasion de voter au Cameroun étant parti depuis longtemps. On n'a pas eu l'occasion non plus de voter ici. Mais en 2018, j'ai pu aller au Cameroun, où j'ai assisté à quelque chose qui était surprenant. Le jour où on a ouvert la campagne électorale, j'arrive à Douala, c'était la veille du premier meeting de campagne du MRC, après qu'on ait ouvert la campagne électorale. Et ce qui est frappant dans la ville de Douala, c'est quand le vendredi soir où j'arrive, le meeting était le samedi matin, c'est que toute la ville de Douala, il y a une affiche. La force de l'expérience. C'est les affiches du président sortant, de M. Paul Biya. Et moi, je me dis, mais où sont les affiches du MRC? Où sont les affiches des autres? Et je cherche dans la ville. Je vais vous dire, je suis resté peut-être 3 jours à Douala et je n'ai quasi pas vu les affiches des autres. Il n'y avait que les affiches du RDPC. Vous dire la disproportion des moyens qui sont mis en œuvre par le candidat qui a tous les moyens du pouvoir par rapport aux autres. Et cette situation-là, je vais encore la vivre à Maroua. Lorsque nous nous rendons à Maroua pour organiser, en tout cas soutenir, organiser les élections pour nos équipes dans l'extrême nord. Là-bas aussi dans la ville, on voit toutes les grandes banderoles et il n'y a aucune pour personne d'autre. Et c'est assez intéressant parce que rappelez-vous, la seule sortie de M. Biya sera à Maroua, où, heureusement, la population lui a dit qu'ils ne sont pas des moutons, avec une grande affiche. Mais donc, il y a un déséquilibre extrêmement important. Donc, quand on sait que, quelque part, pour concevoir et produire un spot publicitaire, il faut du temps. Voilà ce que dit le rapport. On est donc en droit de se demander si les financements débloqués 10 jours seulement avant la clôture de la campagne électorale ne constituait pas simplement une source d'enrichissement pour les partis politiques. C'est-à-dire que non seulement on traîne à débloquer les sous, mais on les débloque malgré tout, mais quelques jours avant la fin de la campagne. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de cet argent? Donc, c'est presque une forme de corruption déguisée pour toute une série d'autres candidats qui sont venus là-dedans. On va leur donner de l'argent à travers ces élections-là. C'est ce que dit ici là le rapport. Durant toute la période de la campagne, il était difficile de mettre une cloison étanche entre M. Biya, candidat, et M. Biya, président de la République. Lors de ces 3 déplacements, les amis, c'est assez intéressant de noter cela. Lors de l'élection de 2011, M. Biya fait 3 déplacements. En 2018, il a fait combien de déplacements? Rappelez-vous, un déplacement, il a parlé à peine 7 minutes. Bien sûr, il a gagné avec 74% des voix,
ou 71% des voix, si je pense. Lors de ces 3 déplacements qui étaient à Maroua, comme par hasard, toujours Maroua, chez le VP Mamadou Mota, à Douala et à Kribi. 3 déplacements pour une campagne. Tous les moyens et ressources mobilisés laissaient croire qu'il s'agissait d'une visite officielle du chef de l'État et non de celle d'un candidat. C'était la visite officielle. Déploiement sécuritaire impressionnant, mobilisation des hauts commis de l'État, présence des gouverneurs, préfets et sous-préfets, écoles fermées et services publics paralysés, présence effective de nombreux membres du gouvernement originaires des régions concernées. Vous avez compris, le candidat Biya, au fond, c'est pas tellement le candidat Biya, c'est l'État du Cameroun. C'est le candidat de l'État du Cameroun, c'est le candidat du Cameroun. C'est lui qui se présente et donc il faut que l'État, avec tous ses moyens, tous ses fonctionnaires, ses préfets, ses gouverneurs, ses sous-préfets, son armée se mobilise totalement pour la campagne de Biya. C'est ça la différence. Donc quand vous vous déplacez, vous devez mettre tous les moyens que vous pouvez, toute votre sueur. De l'autre côté, c'est le candidat de l'État, c'est le candidat naturel du RDPC qui est le parti État et donc forcément c'est le candidat de l'État du Cameroun. Donc, alors, durant toute la période de la campagne, dont je vous l'ai déjà dit, on prend aussi sur un autre aspect qui est celui des médias. Pour commencer par Camtel, qui n'était pas du reste en ce moment-là. Camtel a contribué à la campagne de M. Biya en envoyant des SMS à plus de 300 000 abonnés du Cityphone, alors que le candidat Aya Paul Abiné utilisait son numéro de téléphone personnel pour envoyer des messages à des potentiels électeurs. Voyez de nouveau le décalage. Camtel envoie des messages, des SMS à 300 000 abonnés. De l'autre côté, vous devez vous-même envoyer quelques éléments, quelques SMS manuellement. Le 20 septembre 2011, le ministère de la Communication a signé un arrêt stipulant que la répartition des temps d'antenne dans les médias devait être équitable pour tous les candidats. 20 septembre 2011. Mais, dit le rapport de TIC, que ce soit avant, pendant ou après le scrutin du 9 octobre, le traitement de l'information par les médias n'a pas été uniforme, que ce soit en radio, en télé ou dans la presse écrite. Les disparités étaient encore plus importantes selon que le média était privé ou public. Transparency International a ainsi noté, je donne un exemple, il y a toute une série d'éléments dans le rapport, mais un exemple, sur la période du 8 au 18 septembre 2011. C'est revenu. Ok, excusez-moi les amis, je vous ai dit, c'est mon Wi-Fi qui me joue des sales tours. Donc en début de live, je me suis connecté avec le câble Ethernet directement, mais manifestement, là, on avait aussi quelques soucis sur la connectivité. Donc, vraiment, toutes mes excuses. Je vais travailler toute la semaine pour tenter de régler aussi efficacement que ce soit ce problème-là. Donc, je vous disais que le temps d'antenne, donc du 8 au 18 septembre 2011, la totalité du temps accordé aux partis politiques par la CRTV Radio, lors de ses principaux journaux parlés, était à 100% consacré au candidat Biya. Et le rapport de TIC note, et c'est extrêmement important de le souligner, que dans le contexte de 2011, et je ne pense pas que cela ait complètement changé de nos jours, le média le plus suivi au Cameroun, c'est bien sûr la CRTV, mais surtout c'est la radio. Donc, contrairement à ce que nous pouvons penser quand nous faisons des lives ici, là, sur Facebook, où nous disons que oui, il y a plein de Camerounais qui sont connectés, qui suivent déjà, passer 1 heure à suivre un live comme celui que nous sommes en train de faire, ça coûte très cher pour celui qui est au Cameroun. Deuxièmement, il faut avoir les téléphones adéquats, ainsi de suite. Mais même quand vous les avez, il y a un problème majeur, c'est celui de l'électricité, et c'est ce que mentionne TIC dans son rapport.
c'est que dans les zones reculées du pays, il n'y a pas d'électricité. Donc le média qui est le plus écouté, c'est la radio, parce que la radio est autonome, elle ne dépend pas de l'électricité, on peut y mettre des piles. Et à la radio, quelle est la chaîne radio qui couvre l'ensemble du territoire? C'est la CRTV. Et la CRTV consacre 100% de son temps, de sa chaîne d'antenne, à parler du candidat Bia. Voilà, l'histoire est finie, c'est réglé. Donc vous pouvez vous échigner, oui, dans les grandes villes, mais dans l'ensemble du pays, personne ne vous écoute. Donc vous voulez gagner l'élection, il faut aller dans tout le pays. C'est bien sûr ce qu'avait compris le président élu pour l'élection de 2018. C'est pour ça qu'il a entrepris l'extraordinaire caravane qu'il a amenée à travers tout notre pays que nous connaissons, comme nous avons bien suivi. Donc voilà, j'ai pris comme ça quelques-uns des points, disons, essentiels du rapport. Je ne vais pas aller davantage dans les détails, mais je vais vous résumer ici les principales constatations de Transparency International. Il y a bien sûr quelques usages pour dire que oui, certaines choses étaient bien, soit, mais je veux surtout mettre l'accent sur les problèmes qu'ils ont constatés. Je le dis pour être honnête, qu'on ne dise pas que je n'ai cité que les problèmes qu'ils ont relevés. Ils mentionnent tout de même qu'il y a quelques éléments positifs, comme d'ailleurs le simple fait que l'ECAM ait pu organiser ces élections. Et l'ECAM a donc manqué à l'occasion d'affirmer sa pleine capacité à conduire et à maîtriser le processus électoral camerounais. L'utilisation abusive des ressources publiques, à la fois matérielles et humaines, véhicules administratifs, au cadre de l'administration, fonctionnaires et agents publics absents des bureaux et celle du candidat. La couverture inégale et inéquitable des campagnes par les médias publics. Le Conseil national de communication qui s'est avéré inopérant et aphone. C'est ce conseil qui devait en fait observer les temps d'antenne et puis sanctionner en disant tel média, vous n'êtes pas en train de faire de manière équitable. Mais malgré tous les rappels de Transparency International, eh bien, cet organe n'a rien dit. Cet organe est resté tout à fait silencieux, totalement aphone. Les urnes qui ont été mises à la disposition de l'ECAM par le MINAT, c'était des urnes carrées, se sont montrées quasiment toutes défectueuses et ne portaient pas de scellé. Ça signifie quoi? Qu'à la sortie des urnes, on pouvait aller continuer à bourrer les urnes, alors qu'on devait sceller les bureaux de vote de Douala 4. Bien sûr, si on commence après 14 heures, vous savez ce qui se passe. On va se retrouver dans la nuit. Et comment est-ce qu'on vote dans la nuit? Comment est-ce qu'on fait les dépouillages alors qu'il n'y a pas de lumière? Donc, il y a eu le non-affichage des listes électorales devant certains bureaux de vote. La présence des représentants dans les bureaux de vote qui se substituaient, des représentants de l'administration, qui se substituaient à l'occasion au président du bureau de vote. Ça veut dire qu'il y a un bureau de vote constitué de représentants des différents partis. Mais on retrouve dans certains bureaux de vote des représentants de l'administration qui se mettent carrément à faire leur boulot. La maîtrise insuffisante des règles et procédures par certains présidents et membres des bureaux de vote. Les gens ne savent pas comment est-ce que tout cela fonctionne, d'où l'importance quelque part de les éduquer. L'absence de moyens d'éclairage dans les bureaux de vote lors des opérations de dépouillement. À Douala comme à Yaoundé, les salles de classe n'étaient pas éclairées. Et les lampes tempêtes mises à disposition par l'ECAM étaient souvent dépourvues de pétrole. Mes chers amis. Donc on est là, à Douala, à Yaoundé. On est dans des écoles qui sont les bureaux de vote, on doit faire le dépouillement, il n'y a pas d'électricité. Donc vous comprenez ce que j'ai dit au début. Il lui fallut que l'on commençât l'élection très tôt le matin pour que tout se termine à temps et que l'on dépouille avant qu'il ne fasse nuit. Mais on se retrouve dans la nuit, il n'y a pas d'électricité. On a mis à disposition des lampes et dans ces lampes, il n'y a pas de pétrole. Allez donc imaginer comment ils ont pu faire le dépouillement. Et nous sommes là à Douala et à Yaoundé. Imaginez donc, dans le fin fond d'un village, quelque part, comment se sont faits les dépouillements. Alors, la faille sur les listes électorales, bien sûr, les électeurs qui inscrits, détenteurs du fameux récépissé, mais qui sont incapables de retrouver leur carte d'électeur. Les cas
Voilà, au-delà des irrégularités de TIC a noté de manière inquiétante le faible taux de participation, environ 30%, dont je vous ai un peu parlé plus haut et qui était relevé dans l'article de Jeune Afrique. Donc voilà en tout cas pour les gros points qui sont relevés par TIC. Maintenant, quelques recommandations que fait TIC. Et vous comprenez que ces recommandations peuvent servir et doivent servir quelque part de base pour ces discussions dans le cadre d'une réforme consensuelle du système électoral. Au plan institutionnel, c'est la refonte du fichier électoral avec la mise en place de techniques et méthodes modernes de gestion de processus électoral par un organe répondant aux prescriptions légales. Donc, nettoyer le fichier électoral, mettre en place des techniques modernes de gestion de ce fichier. Indispensable pour qu'on puisse faire des élections correctement. Sur le plan juridique, la mise en place d'un code électoral unique. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a plusieurs textes qui régissent l'organisation des élections. Ça fait que c'est difficile de s'y retrouver. Ça fait que les interprétations ne sont pas les mêmes. Donc on a diverses interprétations. Il y a des malentendus entre les multiples dispositions en vigueur. Sur le rôle des médias, ceux-ci doivent observer la déontologie et les règles d'éthique qui s'imposent en la matière. Chez nous, les médias sont comme le reste de la société, pour la plupart pauvres, et se font acheter pour raconter un peu n'importe quoi. Sur le plan du financement des partis politiques et des campagnes électorales, c'est la mise en place urgente d'un mécanisme de contrôle et de sanction des violations de la loi 2000. Donc il y a une loi qui décrit comment est-ce qu'on doit financer les partis électoraux, mais qui contrôle cette loi? Est-ce qu'on l'applique réellement? Est-ce qu'avant les élections, les partis reçoivent ce qu'ils sont censés recevoir ou les candidats reçoivent ce qu'ils sont censés recevoir? Est-ce qu'ils le reçoivent à temps? Donc tout cela devrait être contrôlé. Et vous comprenez bien que ce parti-État qui organise les élections pour se maintenir au pouvoir, n'organisera pas ce contrôle. Au plan pratique, l'introduction d'un bulletin de vote unique, nous l'avons déjà dit, et l'instauration d'une carte d'électeur biométrique avec photo, délivrée au moment de l'inscription, pourrait constituer à redonner confiance. Donc vous comprenez, si nous pouvions aller ici à l'ambassade du Cameroun, l'étudiant, la personne qui souhaite s'inscrire va à l'ambassade, elle s'inscrit, on prend sa photo, on prend tout ce qu'il faut, on lui imprime la carte et on la lui donne directement. Quoi de mieux? Les gens couraient certainement pour aller s'inscrire. On n'aurait pas besoin de dire vous inscrivez dans 10 mois, dans 1 an, peut-être vous aurez une carte. Voilà, Transparency International le dit déjà en 2011. Le Nigeria organise des élections avec la biométrie. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Si ce n'est la volonté politique de ceux qui sont là et qui cherchent par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Donc voilà comme ça, d'une part, les principales constatations et des recommandations de Transparency International. Donc, en conclusion, moi j'ai voulu, à travers cet exposé, vous rappeler, s'il le fallait encore, que nous avons affaire au Cameroun à une dictature dont la fraude électorale est profondément inscrite dans son ADN. Le hold-up électoral auquel nous avons assisté en 2018 n'était qu'un remake d'un processus déjà bien huilé. Le régime reptilien organise des élections truquées grâce à un système électoral taillé sur mesure pour lui. Il met en place des opposants de paille, de pacotille, dont le seul rôle est de crédibiliser la forfaiture qu'il organise. Mais la différence majeure qu'il y a entre 2011 et 2018 est l'apparition dans l'arène d'un certain Maurice Kamto. Le président élu démissionne du gouvernement en novembre 2011 et entre en lice en 2012 avec le lancement du MRC le 13 octobre 2012. Mais 10 mois à peine après la création, après la naissance du MRC, le corps électoral est convoqué pour les élections législatives et municipales du 30 septembre 2013. Le MRC va remporter les communes de Deug dans le Bas-Minoubou, de Monatélé dans la Léquier,
de Baham dans les hauts plateaux et 4 des 7 communes que compte Yaoundé. Le MRC remporte les 7 sièges de députés dans le Fundi. Et pour tous ces sièges d'élus, tant dans les conseils municipaux qu'au Parlement, nous disposons jusqu'à présent, jusqu'à cette date, des procès-verbaux qui prouvent notre victoire. En 2013 déjà, au contentieux post-électoral, Clément Atangana, vous l'avez retrouvé plus tard, président de la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel, avait déclaré « Seul le procès-verbal de l'ECAM fait foi devant les cantines de PV que nous avions apportées. » Vous comprenez? Bon, ça, c'est un autre aspect que je n'ai même pas mentionné ici. On fait les élections, chaque parti, chaque groupe a son procès-verbal, mais quand on s'en va au contentieux, seul le procès-verbal de l'ECAM compte. D'où, si vous pouvez remonter un peu à l'élection de 2018 au contentieux, devant le même Clément Atangana, cette fois-là, non plus comme président de la Cour suprême, mais président du Conseil constitutionnel, nous avons produit les fameux procès-verbaux officiels de l'ECAM. Et sachant qu'il y a toute une astuce, c'est que quand vous signez les procès-verbaux de l'ECAM, vous reconnaissez, en fait, vous acceptez les résultats de l'ECAM. Nous les avions pris pour les analyser, pour montrer où sont les failles. Ce qui a poussé à la fameuse faute qu'ils ont commise durant le contentieux. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais après ces élections de 2013, le régime reptilien ne prend sans doute pas très au sérieux le président élu, ne prend pas très au sérieux M. Maurice Kamto. Lorsqu'au sorti de ces élections, il dit « Nous avons assisté à l'expression même de la barbarie électorale. » Alors que l'ECAM avait promis aux Camerounais une nouvelle ère dans les processus électoraux. Donc, je recommence. Nous avons assisté à l'expression même de la barbarie électorale, alors que l'ECAM nous avait promis une nouvelle ère. Nous sommes là en 2013. Je vous ai parlé de 2011, où Transparency International donnait déjà toute une série de recommandations. Mais on se retrouve en 2013 et on assiste à une barbarie électorale, dit le président élu. Le pouvoir est désormais, et je continue, je poursuis, c'est vraiment la conférence qu'il a faite après ces élections, un extrait de cette conférence. Le pouvoir est désormais placé devant un choix crucial pour l'avenir politique du pays. Engager très rapidement des discussions politiques sérieuses en vue de doter notre nation d'un système électoral crédible, garantissant le respect scrupuleux de l'expression de la volonté populaire, ainsi que les engagements internationaux de notre pays, ou procéder à l'achat massif des armes pour affronter le peuple. Reprenons encore un peu ceci. Le président lui dit au régime reptilien, on ne va plus accepter cette barbarie électorale. Je vous invite à vous asseoir avec le peuple pour une refonte consensuelle du système électoral. Sinon, eh bien, achetez les armes pour affronter le peuple. Vous avez vu ce que le régime a choisi? Le régime a choisi d'acheter les armes pour affronter le peuple. Comme il le fait aujourd'hui dans le Nozo, comme il a fait à la sortie des élections de 2018 où nous avons contesté. Le président élu l'avait dit, il contestera, le peuple contestera. Le peuple a contesté en janvier 2019. On leur a tiré dessus, on les a matraqués, on les a mis en prison. Et le peuple continue à contester et nous contesterons toujours. Le président élu ne lançait donc pas bien sûr un appel à l'insurrection comme a voulu le faire croire le régime reptilien. Le président voulait leur dire que désormais, lui, le président élu, travaillera de manière inlassable à la désombification des Camerounais. C'était ça le message du président élu. Je vais désormais tout faire pour que les Camerounais comprennent que
le salut de notre pays passe par les urnes. Pour que les Camerounais comprennent qu'ils doivent se mobiliser, aller voter, pour que nous puissions faire pencher la balance de notre côté. Et il est indéniable que si nous sommes vraiment nombreux à voter, nous sommes nombreux ensuite à pouvoir contester. Parce que si tu ne t'es pas inscrit, si tu n'es pas allé voter, au fond, tu ne t'intéresses même pas à la chose, tu n'as même pas de légitimité pour aller revendiquer par la suite. Donc, en conclusion de ce live, nous ne devons pas rester passifs face à cette quête d'un système électoral consensuel. Nous devons nous débattre, nous devons en débattre, nous devons discuter comme nous sommes en train de faire, mais nous devons aussi et surtout apporter une contribution active en faisant des propositions de la diaspora. Donc la diaspora, je l'appelle de nouveau, toutes ces organisations de la diaspora qui soutiennent le président élu, qui soutiennent ses actions, qui sont sorties en février 2020 lorsque le président a fait sa tournée en Europe, aux États-Unis, au Canada, que ces organisations-là fassent des propositions pour la modification du système électoral. Ce sera là une contribution réelle et effective. Donc voilà, pour terminer mon propos, quelques remerciements, bien sûr à vous tous qui avez consacré, je ne sais pas, environ 1 heure, un peu plus, à m'écouter. Je vous remercie véritablement. Je m'excuse encore pour la qualité avec les coupures que nous avons eues. Nous allons vraiment travailler pour essayer d'y remédier. Mais je voudrais aussi remercier une personne, un activiste. C'est un grand frère, Marcel Tchangé, l'éternel activiste, qui m'a donné en 2013 une copie du rapport de Transparency International qui m'a servi pour préparer ce live. Nous étions en fait au début du MRC en 2013 et le Cameroun organisait justement ces élections municipales et législatives. Le groupe d'activistes avec lequel je cheminais avant mon engagement au MRC voulait que l'on organise un observatoire des élections. Et on avait donc organisé au Piano Fabrique à Bruxelles une conférence pour discuter de la mise en œuvre, la mise en place de cette organisation pour la surveillance des élections au Cameroun. C'était peut-être quelque part naïf de notre part de penser qu'on pourrait d'ici vraiment surveiller de manière efficace. Mais il n'empêche que la volonté était là. C'était un groupe de Camerounais qui déjà se disait comment est-ce que nous pouvons peser là-dessus en collectant de l'information pour pouvoir donner des résultats très très vite. Le projet a malheureusement fait long feu, mais j'ai gardé dans ma bibliothèque ce rapport de Transparency International qui m'avait déjà édifié à cette époque. Et donc lorsque le président lui a lancé son appel et que j'ai commencé à préparer, je me suis dit qu'il faut parler justement des fraudes. Mais pour ne pas faire un live très long, j'ai choisi de découper et de faire une séance consacrée à ces fraudes. Et là, tout naturellement, je suis reparti vers ce rapport de Transparency International qui est vraiment très riche. Je vous ai dit, il fait une 60aine de pages. Et donc, je remercie M. Marcel Tchangé qui m'avait donné une copie de ce rapport à cette époque. Je tiens bien sûr aussi à remercier Tanankum Stéphane, mon fidèle technicien. Et je vous donne rendez-vous donc le dimanche prochain, ce sera le 28 mars si je ne m'abuse, à 16 h, où nous discuterons des propositions du MRC pour la refonte du système électoral, parce que le MRC a déjà fait des propositions. Ce sera l'occasion de passer un peu en revue toutes ces propositions-là. Je vous rappelle aussi que si vous avez d'autres sujets dont vous souhaitez que l'on débatte, soumettez-les-moi. Je vous rappelle que cette tribune du MRC Belux, elle est ouverte à tous. Ce n'est pas la tribune du départemental. Ce sont des lives du MRC. Je vous remercie. Donc si des personnes ont des questions auxquelles ils souhaitent, je suis disposé à répondre à cette question.
Si des personnes souhaitent éventuellement intervenir, vous pouvez en faire la demande et je vous donnerai la parole pour qu'on discute bien sûr du sujet qui concerne le système électoral camerounais. Merci à vous. Oui, merci à vous qui êtes encore connectés. Oui, le combattant Emmanuel Kemta. Merci. Merci d'avoir encore consacré, trouvé un peu de temps pour nous écouter et pour partager cet échange. Merci à Maston Boss, à la maman des mamans, à Laure Mukeng qui est là. Merci à vous tous. Ok, je crois que vous êtes toujours un peu timide. J'espère, je pense que à mesure que nous organiserons ces lives, vous oserez prendre aussi la parole. Ce n'est pas facile, c'est un exercice. Ben, il faut qu'on le fasse, il faut que bien plus de figures dans notre mouvement, que ce soit dans le mouvement, bien sûr, le MRC, ou vous autres qui n'êtes pas du MRC mais de la société civile, ben, prenez la parole pour dire ce que vous avez envie de dire. Voilà, donc comme il n'y a pas de questions, il n'y a pas de volontaires, je vous propose que l'on arrête donc le live ici et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci encore et bonne fin de week-end. Bonne semaine aussi.